Mesdames et messieurs, tous ceux qui veulent appeler, vous pouvez le faire et nous commençons avec la première personne. Donc vous avez 5 minutes pour le faire. À partir de 35, on ne prendra plus personne. Bon, allô? Oui, bonjour cher frère. Cher frère, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Oui, je vais très très bien. Dieu merci. Cher frère, vraiment, j'ai un souci avec cette définition du panafricanisme. Donc, ma question, j'aimerais savoir, en se basant sur l'histoire de Marcus Garvey, est-ce qu'on peut dire qu'il est le concepteur du panafricanisme ou pas? Ok. Je vais d'abord vous dire que le panafricanisme, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, je ne crois pas qu'un être humain naisse et qu'il soit l'ennemi de l'autre. C'est notre société qui nous catégorise. C'est notre société qui nous dit que vous êtes vous et que moi, je suis moi. Et je vais définir cela de façon simple. Quand un enfant naît, l'enfant, s'il est élevé dans des conditions où on lui dit qu'il faut respecter tous les êtres humains, il respectera tout le monde sans condition. Mais quand on prend notre enfant et qu'on l'enseigne, on l'abreuve de la sauce, du racisme ou de la distinction, cet enfant va prendre cela comme une valeur normative pour essayer de continuer sa vie. Ce que je veux dire simplement, c'est nous, les adultes, qui forgeons les barrières entre nous pour dire tel est blanc, tel est noir, tel est africain, tel est ceci, tel est de telle ethnie, telle est telle religion. Sinon, ce que je veux dire, ce n'est ni Marcus Garvey, ce n'est ni Martin Luther King, ce n'est encore personne qui doit venir nous enseigner que nous devrons tous vivre en tant que des frères en humanité. C'est la nature même qui nous l'impose. L'homme préhistorique, je parle de l'homme préhistorique dans toutes ses étapes évolutives, que ce soit Homo sapiens, Homo erectus, que ce soit même, comment on va appeler, le Cro-Magnon, ou même encore que ce soit même encore l'Australopithèque, eux ils vivaient tous en groupe. Si l'homme rudimentaire, l'homme qu'on appelle préhistorique, mais qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de notre évolution, vivait en groupe et tenait compte de sa survie parce qu'il comprenait que seul, il ne pouvait pas résister à la nature. Ce n'est pas à quelqu'un parmi nous de nous enseigner que notre destin, c'est en étant ensemble qu'on peut aller de l'avant. Et donc, c'est ce que j'avais expliqué préalablement en faisant clairement la différence entre ceux qui font la promotion de leur cellule familiale, qui sont loyaux à leur clan, et la différence avec ceux qui font la promotion de ce qui est global. Et donc, chers frères, je n'accepterai pas qu'on me dise que c'est Martin Luther King, ou bien encore Marcus Garvey, ou bien encore même Haïlé Sélassié, que c'est eux qui nous ont rendu conscients qu'on doit se mettre ensemble. Nous savons cela déjà. Et la question maintenant est de savoir comment y parvenir. C'est là maintenant que moi je pose la question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Effectivement, vous avez répondu à ma question. Parce que, effectivement, quand on regarde un peu l'histoire de Marcus Garvey, c'est quelqu'un qui avait décidé de mettre toute sa richesse ensemble. Donc, effectivement, on n'a pas besoin même de nous parler, de nous mettre ensemble pour qu'on soit fort. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et ce que je comptais dire également ce soir, chers frères, moi, je souhaiterais juste me baser sur les propos d'un Malien, que je suis également comme vous, qui s'appelle Rasbat. Rasbat, il a effectué une sortie où il parlait un peu de la cherté de la vie au Mali. On sait qu'aujourd'hui, le Mali, c'est un pays agricole. Donc, Rasbat, dans son intervention, il parlait de la fourniture en engrais. Que la fourniture de l'engrais devait se faire à une période de l'année, c'est-à-dire entre mars et avril, de telle sorte à ce que ça soit distribué. Parce qu'au mois de juin ou juillet, là, c'est là qu'il y a des fortes pluies qui descendent au Mali. Donc, ça permet aux agriculteurs de pouvoir cultiver afin qu'on puisse avoir les produits sur le marché. Et il a même dénoncé que jusqu'à présent, lors de son intervention, que les engrais n'arrivaient pas. Donc aujourd'hui, on voit un rapprochement entre la Russie avec le Mali.
Mais malgré tout, aujourd'hui, nous savons que la Russie, c'est un pays qui est expert en la production d'engrais. Mais pourquoi aujourd'hui la junte malienne qui fait croire aujourd'hui aux gens qu'ils entretiennent de bonnes relations avec le Mali, pourquoi aujourd'hui les agriculteurs maliens n'ont pas encore l'engrais qu'il leur faut, de telle sorte à ce que la production puisse se faire de façon massive, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir les produits sur les marchés maliens. Donc c'est une manière de dire aux Maliens de savoir écouter les gens. Quand on parle tout le temps, c'est parce qu'il y a des gens, des individus sont dotés d'une certaine capacité de réflexion. Donc on ne peut pas se permettre de traiter ces individus-là de menteurs. Aujourd'hui, même ce même Rajbat-là, l'interrogé en toute sincérité, quand on l'écoute dans son bambara, c'est quelqu'un qui se base quand même sur des arguments et sur des écrits pour pouvoir parler. Donc les Maliens gagneraient mieux à écouter ce dernier-là, parce qu'il participe un peu à l'éveil des consciences, il participe un peu à l'ouverture des esprits des Maliens. Mais aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils écoutent? C'est très urgent. Donc c'est difficile aujourd'hui pour des personnes comme ça de pouvoir écouter, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, chers Maliens, si la Russie est votre nouvel ami, pourquoi la Russie ne vous donne pas des engrais pour faciliter la tâche à vos agriculteurs? C'est la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Au lieu de rester dans le mouvement propagandiste en train de toujours mentir que la Russie nous donne un avion qui peut faire les États-Unis en 2 minutes, mais vous n'avez pas d'engrais. Mais pourquoi la Russie ne vous donne pas d'engrais si vous aime plus que tout le monde? C'est la question, c'est à cette question qu'il faut répondre aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui avec Wagner, les Maliens doivent comprendre un truc. Un pays n'a pas d'amis, un pays a des relations. Aujourd'hui, les Maliens, vous avez accusé la France sur beaucoup de points. Nous, on ne dit pas que la France est nickel dans tout ce qui se passe. Quand tu vas solliciter une personne pour venir défendre ton territoire, cette personne-là, enfin, tu fais rentrer de l'argent dans les caisses de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là voudra que la guerre va finir? Même si on parle d'un raisonnement absurde, moi, tant que je suis là, je maintiens la paix de telle sorte à ce que vous puissiez toujours me donner de l'argent. Mais moi, est-ce que c'est dans mon intérêt que cette guerre-là finisse? Donc là, au lieu aujourd'hui, Wagner, en toute sincérité, Wagner, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font, on va dire. Vous venez tous de le dire, effectivement, c'est le constat qui est là. Les djihadistes ne font que prendre tout le territoire malien. Pourtant, on dit que Wagner est là, Wagner sera plus efficace que les soldats français. Donc les Maliens, il est temps que vous ouvrez les yeux. Ces derniers qui sont au pouvoir là, c'est parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir, raison pour laquelle ils font ce qu'on appelle la diversion. Ils ne se penchent pas sur les sujets sur lesquels il faudrait se pencher. Donc, cher frère, c'est ce que je comptais dire. Merci beaucoup, cher frère. Et ce que vous dites est tellement juste qu'un peuple qui n'écoute pas est un peuple qui se condamne à être abruti davantage. Et c'est pourquoi dans Proverbe 1 au verset 5, il est dit que le sage écoute et il augmente son savoir. Et celui qui est intelligent va acquérir de l'habileté. C'est très simple et c'est très clair à comprendre. Un être humain, là, quand tu veux évoluer, ou même quand tu veux savoir le niveau d'intelligence de quelqu'un, il faut regarder quand tu causes avec lui, sa manière de parler. Quand tu vois qu'il parle trop, c'est qu'il n'y a rien dedans. Quand tu vois que lorsque tu parles, il coupe ta parole et qu'il est toujours pressé, c'est lui qui sait tout et qui doit toujours ajouter quelque chose, c'est que c'est un fond vide. Les sages, quel que soit ce qu'ils ont déjà, ils prennent le temps de bien écouter. Et en écoutant, non seulement tu comprendras et tu sauras de nouvelles choses, mais ça va encore aiguiser tes qualités. Mais quand vous prenez ceux-mêmes qui sont sur la toile, ils n'ont qu'un seul mot. Quand ils viennent, ils ne prennent même pas le temps d'observer. Ils n'ont qu'un seul mot, tu mens. Donnez-moi un Malien, on les appelle, ils nous écoutent actuellement. On n'a rien contre le peuple malien.
Mais un peuple qui ne veut même pas écouter, on leur dit les choses de façon rationnelle, de façon logique, de façon cartésienne. On leur montre toutes les réalités du monde, comment le monde fonctionne. Mais ils vous disent non, 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 nous on s'en fout de ça. Toi, tu veux expliquer quoi? Et c'est pourquoi tu vois même, il y a des campagnes pour mettre ce monsieur Rasbat en prison. Il y a beaucoup qui militent en faveur de cela. Parce qu'il interpelle son peuple à une prise de conscience. Et quand tu n'arrives pas malheureusement à les faire comprendre et qu'ils savent que la capacité, parce qu'eux veulent abrutir leur peuple. C'est en cela aujourd'hui qu'ils ont leurs bénéfices. Mais ça a été toujours la marque des dictatures et des pouvoirs en manque de repères. Ils veulent toujours amener le peuple sur lui-même et abrutir davantage leur peuple afin de pouvoir mieux les exploiter. Mais je dis que particulièrement dans le cas du Mali, c'est l'heure du réveil et de la prise de conscience qui sera brutale. Parce que les Maliens vont constater qu'ils auront pris le temps qu'ils vont pouvoir se débarrasser de Wagner. Parce qu'en réalité, c'est un groupuscule de gangsters en fait. C'est du gangstérisme d'État. Et ils ne sont pas les seuls pays au monde à le faire. Hein. Ça aussi, il faut dire la vérité. Les Russes m'ont copié ça sur quelqu'un. Ce que tu vois, l'affaire de Wagner que tu vois là, tu connais les origines? Non. C'est les Sud-Africains qui ont commencé. En fait, quand l'État se cache derrière des groupes paramilitaires pour faire le sale boulot des gouvernements, l'origine de ces groupes-là, même les Américains ont fait la même chose. Même les Français font la même chose. Donc ce n'est pas un modèle. Les Russes même, je peux dire pratiquement, sont les derniers dedans. Donc quand on parle là, on a vu Blackwater en Irak. Cher frère, moi je ne suis pas là pour supporter quelqu'un. Sinon là, je n'allais pas dire ce que les Américains font. Mais c'est parce que nous comprenons que ces modèles-là n'ont pas marché. Allez demander ce que Blackwater a fait choses là-bas. Les Américains eux-mêmes n'ont pas le courage d'assumer. Et les Irakiens en ont payé largement le prix. C'est sur la base de ces exemples-là. Parce qu'ils ne sont pas dans un cadre légal. Quand ils viennent, ils peuvent faire n'importe quoi. Et ils ne pourront jamais répondre parce qu'on va dire on ne les connaît pas. Est-ce que tu comprends? Demain, là, ceux qui ont assumé à faire rentrer au Mali, là, ils vont reproduire le même modèle de l'exemple américain de Blackwater que j'ai pris par exemple. Ou bien même des sociétés sud-africaines qui ont fait leur preuve en Côte d'Ivoire pendant la guerre en Côte d'Ivoire. On sait, ces gens-là, ils n'ont pas de principe. Et c'est pourquoi tu as vu quand j'ai lu l'article, je t'ai dit qu'il y a 123 civils qui ont été massacrés. Oui. Mais ceux-là, c'est fini. Qui sera responsable de leur mort? Voilà bien autant de questions. Pourtant, ce sont des Maliens qui méritaient de vivre. C'était des gens dignes qui n'aspiraient qu'à une vie. C'est pourquoi on dit quand tu sors du cadre légal, tu t'exposes à tous les dangers. Et actuellement, le peuple du Mali, à travers les actions hasardeuses d'Assimi Goïta, il est en train d'exposer la vie de chaque Malien à n'importe quel risque. Nous le disons clairement, on met les preuves en avant. On n'a pas dit que Wagner est mauvais parce qu'ils sont russes. On dit c'est parce que c'est un modèle qui ne marche pas. C'est un modèle que les Occidentaux ont essayé, mais ils ont vu les limites. Et donc, est-ce que nous n'avons pas le droit de vous avertir? Nous ne vous disons pas de ne pas faire. Mais nous vous disons que ça ne marchera pas. De la même manière que je vous ai dit, que les plaintes que vous dites avoir posées contre la France vont être jetées en poubelle. Et 3 semaines après, exactement la date du 1er septembre 2022, ça a été mis en poubelle. Et ils ont mis des sanctions sur, comment on appelle, Choguel Maïga avec certains de vos représentants. Ça sera la même chose. Wagner là, vous allez pleurer pour dire à Dieu pourquoi ceux-là sont rentrés. Et comment Dieu va vous aider à les faire sortir du Mali. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que les dégâts qu'ils vont causer et les conséquences qu'ils vont mettre. Et encore, si on veut encore un autre exemple encore, regardez le cas de la Centrafrique. Regardez le cas de la Centrafrique. Avant vous les Maliens, si le modèle Wagner marchait, Touadéra serait l'homme le plus heureux aujourd'hui. Mais allez lui demander. Un moment va arriver là, ils vont bloquer les recettes même de l'État malien. Ils vont se servir dedans. Ils vont tuer la population sans rendre compte à qui que ce soit. Et quand on voudra les chercher, puisque la Russie n'accepte pas officiellement d'assumer, ils vont disparaître dans la nature, donc on ne pourra pas juger quelqu'un. Mais ce qui nous fait mal, ce sont des Africains, ce sont des humains qui méritaient de vivre, qui auront été tués inutilement. Et nous aurions fait tout ce que nous pouvions pour vous interpeller. Mais puisque vous n'écoutez pas, celui qui n'écoute pas ne sera jamais sage et ne pourra jamais aiguiser son esprit.
vous allez assumer et l'heure du réveil sera vraiment très difficile pour vous. C'est ce que j'allais ajouter. C'est vrai, pour libérer l'antenne rapidement, c'est vrai, j'ai te donné des parents, des connaissances et tout. C'est très important. Très important. Ok, merci chef de m'avoir appelé. Je te dis merci à toi, à combat noble et de dignité que nous sommes en train de mener. Ça sera difficile pour d'autres de comprendre parce que ceux-là même sont déjà dans un état. Il nous faut du temps pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir les interpeller sur eux-mêmes leur propre sort, où ils se font manipuler. Et je remercie aussi tous ceux qui sont en train de partager et qui ont liké. Je dis bonsoir au Chao et au Mao. Chef frère, j'ai vu une vidéo, mais j'ai plusieurs sujets à développer si tu me permets. Il n'y a pas de problème, chef frère. D'accord. Le premier sujet, j'ai vu une vidéo des enfants impurs, si je peux me permettre de dire ce mot-là, en présentant mes excuses à toutes les grandes personnes et à tous les followers qui sont sur le truc. Parce que c'est des propos qui ne sont pas dignes de nous. Mais je vais me permettre de dire ça, parce que c'est des enfants impurs et des enfants indignes de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Sur les manifestations à Paris. Mais je veux interpeller l'ambassadeur. Est-ce qu'il n'était pas au courant de cette manifestation-là? Pourquoi il n'a pas interpellé aussi, comme il a fait lorsque on voulait apporter notre soutien à nos 49 soldats et à notre gouvernement? Parce qu'en tant que patriote, on sait c'est quoi le rôle du patriotisme. Même hors du pays, on a quelque chose à apporter à la Côte d'Ivoire. On a quelque chose à apporter à notre nation. On sait que hors du pays, on peut apporter aussi notre pierre pour construire l'édifice. Alors que ceux-là même, dans les rues de Paris, ils étaient en train d'insulter comme ça le président de la République. Ils étaient en train de le traiter de tout. Et il y a même d'autres parmi eux qui ont été des symboles même de réconciliation, comme on nous a fait croire. N'était-il pas au courant aussi de cette manifestation-là pour interpeller les autorités de la France? Comment ça fait honte? Nous, on voulait juste dénoncer quelque chose où des frères, en tant que des soldats, sont allés remplir les tâches parce que le gouvernement ou l'État de la Côte d'Ivoire les avait envoyés en mission. Et en tant que des patriotes, ils ont accepté d'aller servir l'État de la Côte d'Ivoire hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce soutien-là, nous, on voulait apporter. Et dénoncer des gens pour qui ces soldats-là sont allés et c'était même pas sûr qu'ils retournent vivants parce que c'est un terrain qui est considéré aujourd'hui comme zone rouge. Mais ils ont laissé les familles et aller exécuter les ordres de la Côte d'Ivoire. Et ceux pour qui ils se sont retrouvés là-bas, les ont pris en otage, ils sont devenus des monnaies de chantage. C'est ce que nous, on voulait dénoncer. Nous, on n'insultait pas les Maliens. Nous, on n'insulte pas nos autorités de la Côte d'Ivoire. S'il y a lieu de dénoncer, on ne va pas s'abstenir de dénoncer. Non, on ne les insulte pas. Mais voici ceux qui sont les enfants impurs de la Côte d'Ivoire, des enfants indignes de l'Afrique. Eux, on les autorise de manifester dans les rues de Paris. Est-ce que eux, ces enfants impurs-là, sont devenus des vrais Ivoiriens que nous? Et nous, on devrait fermer notre gueule et regarder nos 49 soldats dans les mains des voyous? Ça fait honte parfois. La réaction de d'autres autorités, qui sont les symboles même de la Côte d'Ivoire, qui sont les représentants même du président de la République, qui parfois confondent les rôles ou parfois même ignorent les rôles, ça fait honte. Ce grand monsieur-là, il ne mérite pas ça. Maintenant, le deuxième sujet, chers frères, tu as parlé un peu de la démocratie, si je me rappelle bien, et par rapport à la politique, comment c'est géré par rapport aux ethnies, comment c'est géré par rapport aux affinités. Je veux interpeller nos cadres, parce qu'aujourd'hui, le projet de ce grand monsieur-là ne se limite pas au mandat qu'il a fait.
mais ça doit aller au-delà. Et ça doit exister même après son passage. Voilà pourquoi quand je m'assois, j'analyse le mot que le grand monsieur nous a dit. Regardez un peu dans votre rétroviseur. Et je vais élargir ce mot-là, ou bien cette phrase-là, pour dire que ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui existe un peu partout dans les partis politiques en Côte d'Ivoire. C'est vrai, excuse-moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que moi je m'entends. Je ne sais pas si la vidéo en arrière-plan est truc. Si tu me permets, je vais désactiver. Ok, sinon, non, on t'entend très bien, mais tu peux désactiver et puis relancer. Ok. Parce que non, je ne vais même pas couper l'appel. Ok, il n'y a pas de problème, ça marche, on t'entend très bien. Allô? Oui, allô? Ok. Donc, je dis, cette situation-là existe aujourd'hui dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Même au RHGP, tu vas demander à pas mal de personnes. La majorité des gens vont te dire que oui, c'est parce que le monsieur, il est arrivé. Aujourd'hui, on arrive à circuler librement. Il y a d'autres qui vont te dire oui, parce que c'est un parent du Nord. Ils vont se limiter juste à ça. Mais pourquoi les gens font ça? Parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de sensibilisation envers le peuple. Ce monsieur-là est venu se mettre au service de tout le monde, de toute la Côte d'Ivoire, sans distinction d'ethnie. Si je peux dire, même sans distinction de parti politique. Voilà pourquoi il y a des opposants aujourd'hui qui ont la voix, soi-disant pour dénoncer quelque chose, alors que c'est de la mauvaise foi qu'ils ne font qu'utiliser comme programme politique, la manipulation qu'ils ne peuvent qu'utiliser comme programme de gouvernance. Mais est-ce que la plupart des militants RHDP au plus profond de la Côte d'Ivoire s'intéressent un peu à la politique ou même sont interpellés un peu à connaître la politique pour comprendre que le monsieur, effectivement, il vient du Nord. Mais le monsieur nous enseigne que même étant du Nord, on pouvait réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire et construire la Côte d'Ivoire avec eux. C'est là vient le mot, regardons un peu dans nos rétroviseurs. Parce que hier, il y a des gens qui sont venus au pouvoir, qui ont montré qu'il y a d'autres ethnies qui étaient mieux que d'autres. Il y a d'autres ethnies qui n'avaient pas droit à la parole. Donc quand on regarde dans notre rétroviseur, il y a tous ces saletés-là qu'on doit balayer. Mais est-ce que nos cadres essaient d'enseigner un peu la politique à la population lambda de telle sorte que ceux-là ne puissent pas se faire manipuler? Parce que cette politique avec affiliation, c'est-à-dire amicale ou fraternelle, ça existe dans presque tous les partis politiques. Mais il y a d'autres qui utilisent ça de la plus mauvaise des manières. Ceux-là sont les opposants. Oui, je m'appelle Babo. Oui, je viens de l'Ouest. Et toi, mon frère de l'Ouest, comment tu peux me laisser pour aller derrière un gars du Nord? Toi, mon frère de l'Ouest, comment tu peux me laisser pour aller derrière un gars du Centre? Voici comment les oiseaux de mauvais plumage, les diablotins, les serviteurs du malin ont utilisé cette mauvaise manière-là pour manipuler le peuple, pour dresser d'autres contre d'autres. Heureusement, avec le travail de ce grand monsieur, avec le karma de ce grand monsieur, ceux qui font confiance à ce grand monsieur-là ne sont pas manipulés comme ça. Mais la majorité ne maîtrise pas la politique. La majorité ne comprend pas la politique. Voilà pourquoi peu s'inquiètent de l'après ce monsieur-là. Mais nous qui comprenons, nous on s'inquiète. Parce qu'on sait qu'après le passage de ce grand monsieur-là,
il y a un gros point d'interrogation qui est là. Et qui sont ceux qui pourront, voilà, s'asseoir à cette place-là et occuper cette place-là sans frotter à cette place-là. Le monsieur fait tout possible pour pouvoir faire disparaître cette réflexion-là et cette manière de faire la politique. Pour que ceux qui veulent faire la politique, avec le sens même que ce mot-là nous donne, deviennent des responsables. Arrêtent de manipuler les semblables. Qu'ils viennent avec des programmes où le peuple averti, le peuple qui a compris la politique, pourra peser le pour et le contre de chaque programme, de ces trucs-là, dans cette compétition-là, pour savoir faire le meilleur choix. Mais je cause avec des frères, des amis, des connaissances un peu partout ici. Parfois tu causes avec d'autres, ils vont te dire, ah, toi tu as le temps pour écouter la politique, toi-même tu fais quoi dans la politique? Parce que ce peuple-là ignore que c'est à lui le pouvoir, et c'est lui qui donne le pouvoir. Il y en a qui vont te dire, ah, c'est tous les mêmes. Mais ceux-là, on les a choisis parce que, bon, aujourd'hui, on arrive à circuler librement. Aujourd'hui, voilà, un BT ne peut pas venir prendre ma place et taper sa poitrine pour dire c'est nous on est au pouvoir. Ou bien un baoulé ne peut pas faire ça et dire que c'est nous on est au pouvoir et jouir peut-être de ses relations pour abuser de ça. Mais est-ce qu'ils ont compris la politique? Est-ce qu'ils ont compris le programme de ce monsieur? Est-ce qu'ils ont compris le sens du patriotisme même qui les a amenés à choisir le monsieur? Question. Et voilà pourquoi il y aura toujours de la manipulation de la part de ces opposants indignes qui ont abruti un peuple. Et ce travail-là, il faut qu'on fasse ce travail-là. C'est ce que le monsieur veut laisser, un peuple éveillé après lui. Pour qu'on puisse construire la Côte d'Ivoire. Pour que le top départ que lui il a donné, qu'on ne revienne pas en arrière après lui pour se retrouver dans les mêmes bêtises comme ça a été après la mort du premier président de la République. C'est ce travail-là qu'on doit mener. Comment la Côte d'Ivoire était en pause après la mort du premier président? Est-ce que c'est ce qu'on veut après le passage de ce grand monsieur? Je pense bien que non. Mais on ne peut pas construire une grande nation sans le peuple. Mais un peuple qui n'est pas éveillé, vous vous retrouvez seul. Mais à croire que ce peuple qui n'est pas éveillé, ce peuple qui a été abruti pendant un bon moment, ça arrange même certains dans nos rangs. Parce qu'on voit pas mal aujourd'hui, quand on fait les bilans, il y a plus de détournements que des actions pour accompagner le grand monsieur. Quand on fait le bilan des d'autres, il y a plus de silence que des actions pour mettre la justice, pour éduquer certaines personnes. Donc on se pose la question, est-ce que ça arrange d'autres même? L'ignorance du peuple. L'occasion de pouvoir manipuler le peuple. Regardons un peu en France, pendant les périodes d'élection, que ce soit municipale, que ce soit législative, voire même présidentielle, on ne bat pas les rues, on ne met pas les bâches, il n'y a pas de convoi en train de klaxonner dans toute la ville, parce que le peuple s'intéresse à la politique, parce que le peuple va aux informations. Mais ici, pourquoi on fait des convois, pourquoi on bat les rues par rapport aux campagnes, aux meetings? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que le peuple s'intéresse peu à la politique. S'ils ne font pas de bruit, s'ils ne font pas de vacances dans la rue, les gens ne vont pas savoir que voilà, il y a quelque chose, il y a une période qui est arrivée.
Et voilà pourquoi aussi, après les périodes d'élection, le peuple est laissé à son sort. Mais quelle sensibilisation, quels moyens de communication et comment on utilise ces manières de communication-là pour appeler le peuple, pour sensibiliser le peuple. Il y a un gros travail qui doit se faire sur le mental des gens. Je reviens sur le mot, on ne peut pas construire une grande nation sans son peuple, mais un peuple qui est abruti, un peuple qui est endormi. Il sera difficile. Donc, est-ce qu'on veut construire une grande nation? On doit se mettre au service du peuple, comme le monsieur nous a interpellés. Regardons un peu le rétroviseur. Parce qu'il y a beaucoup de leçons à regarder, à apprendre dans notre rétroviseur. Par rapport à la mauvaise gouvernance et par rapport à la manipulation de ceux qui ont précédé ce grand monsieur-là. Donc, quand on regarde dans notre rétroviseur, il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de saletés à nettoyer. Parce que le programme de ce grand monsieur-là, ce n'était pas sur un temps limité. Pour qu'on puisse faire sa gloire par rapport à son passage et l'oublier dès qu'il s'en va. Mais il doit exister dans le temps. Lorsqu'on nous dit que les morts ne sont pas morts, il y a d'autres personnes qui sont mortes. Mais il y a d'autres qui ne meurent pas parce qu'ils laissent des trucs derrière eux. Et ça sera toujours bénéfique, même après les passages. Même des siècles après les passages, ça sera toujours bénéfique. Eux, ils ne sont pas morts. Lorsque Gbagbo était en prison, on s'est souvenu de quoi? Pour qu'il existe dans le temps. À part les massacres, lorsqu'on voulait s'effrayer, là on se rappelait de Gbagbo. Parce qu'il a fait des charniers. Il a envoyé Probo Kuala pour intoxiquer le peuple. Il a laissé la Côte d'Ivoire sale, où fièvre typhoïde palu était devenu comme épidémie. Des jeunes de 18 ans, 19 ans, à leur jeune âge, dans la fleur de l'âge, ils avaient facilement des insuffisances rénales. Et des gens comme ça sont morts dans l'histoire. Ils sont morts à jamais parce qu'ils ne sont rien. Ils n'ont rien laissé dans l'histoire qui pourra servir à leurs semblables ou à l'humanité. Mais ce grand monsieur-là ne peut pas mourir. Parce que son programme est vrai. Et ceux qui sont autour de lui doivent être des gens qui sont vrais. Le monsieur n'est pas venu que pour construire des ponts. Son programme est plus que ça. Et il ne pourra même pas réaliser la totalité de son programme. Parce que le temps est bref à cause de cette démocratie. Qui permet aujourd'hui à des oiseaux de mauvais plumage, des serviteurs du diable à se réveiller chaque 5 ans pour encore venir sacrifier le peuple, pour encore venir sacrifier les semblables. Malheureusement, on doit respecter ces lois-là, ce qui va limiter le monsieur dans son élan. Et ce qui nous fait peur à cause de ces trucs-là, de voir que le monsieur, son temps est limité. Mais est-ce qu'il y a un héritier qui nous met en confiance? Combien de personnes viennent sur ta plateforme et disent, cher frère, merci, à cause de toi, aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Je peux faire la politique, mais je ne peux pas me sacrifier pour un homme politique. Mais combien de personnes on encourage comme ça? Même si eux, ils ne veulent pas descendre de leur bureau. Mais combien de personnes de façon bénévole sont disponibles à aller vers le peuple, éduquer le peuple, interpeller le peuple, éveiller le peuple? Combien de personnes sont encouragées par ceux qui ont eu la grâce d'être dans des bureaux thématisés? Vous ne voulez pas descendre de vos bureaux, vous ne voulez pas descendre de vos étages, mais il y a des gens qui ont donné leur confiance à ce monsieur-là et qui ont juré fidélité à ce monsieur-là. Combien de personnes comme ça vous accompagnez?
et reconnaître leur travail. Pour qu'on éveille le peuple, pour qu'on éduque le peuple, au nom de cet amour et cette confiance qu'ils ont fait au président, et au nom du vrai programme et de l'amour que ce président-là a pour tous les Ivoiriens. Voilà pourquoi on voit d'autres, même quand on veut apporter notre soutien aux 49 soldats, c'est eux qui encore nous poignardent dans le dos en faisant encore des trucs et des courriers. Oui, je me désolidarise, oui, ne leur permettez pas de marcher. Sur une terre où la liberté, même ceux qui se sont promenés aujourd'hui avec le drapeau de la Russie en pleine France, alors qu'on connaît les relations de la France et la Russie aujourd'hui, ils ont eu le droit de brandir comme ça le drapeau de la Russie et dénoncer des choses qu'ils avaient sur le cœur. Et nous qui partons juste pour apporter notre soutien, juste pour interpeller certains Maliens qui n'ont pas encore compris et qui sont utilisés aussi comme de la manière la plupart nos peuples et nos frères sont utilisés en Côte d'Ivoire par des magiciens au lieu que ce soit des politiciens. Notre marche, notre mobilisation, c'était pour interpeller le peuple malien qui n'avait pas encore compris. Notre mobilisation, c'était pour apporter notre soutien aux 49 soldats que de laisser des manipulatrices aujourd'hui qui se retrouvent en prison venir encore manipuler les femmes ou les parents de ces soldats-là. Et c'est nous, on n'a pas le droit d'apporter notre soutien. C'est nous, on n'a pas le droit de dire la vérité au grand le jour. Et ceux à qui on devrait faire confiance, certains s'affichent au grand le jour. Chers frères, le dernier sujet, j'aimerais poser des questions à Marguerite Touakeuse. Je sais qu'il a des enfants. Mais est-ce qu'il peut nous dire quelles leçons de moralité ces enfants doivent tirer dans sa réaction? Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. Quel enseignement ces enfants doivent tirer de cette manière de faire la politique? Voilà pourquoi sur cette même plateforme-là, on a dit pour faire la politique en Afrique, il ne faut plus parler de dignité, il ne faut plus parler d'honneur, il ne faut plus parler de réputation. Et voilà la preuve palpable. Et des gens comme ça qui sont des pères de famille, qui sont des responsables d'éducation, qui doivent être des exemples pour les enfants. Quelles leçons ils enseignent ou ces enfants doivent tirer de sa manière de faire la politique? Est-ce qu'on doit parler de dignité? Non. Est-ce qu'on doit parler de fidélité? Non. Est-ce qu'on doit parler d'honneur? Non. Est-ce qu'on doit parler d'exemple ou des sources d'inspiration pour des jeunes, pour des enfants? Non. Je vais revenir sur les mots d'une sorcière qu'on a connue pendant son meeting qui disait « Oh, honte à vous ». Et je pense que ce mot-là se retourne à pas mal de ces politiciens-là aujourd'hui sur la scène politique. Eux qui pensaient s'adresser au président de la République, mais par rapport à leurs actions, il est dit ce mot-là, eux-mêmes ils méritent ce mot-là que le président de la République. Chers frères, voici ce que je pouvais apporter à l'émission. Vraiment, merci beaucoup, cher. Désolé si j'ai pris un ton un peu élevé, je présente mes excuses à tous les followers et à toi-même. Mon cher frère, tu n'as pas à t'en excuser parce que c'est de la vérité que tu disais et il faut qu'elle soit naturelle et vraie. Et ce que tu as dit, c'est tellement bien et tu as évoqué beaucoup de sujets. Et effectivement, relativement à la question des manifestations, vous savez, quand on est dans l'état de droit, moi je n'accuse pas forcément Banama, quand bien même que je n'approuve pas ce qu'il a fait en faisant une note, mais ceux qui avaient fait la demande de pouvoir manifester, est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout aussi de leur effort? Est-ce qu'ils sont allés demander une autorisation à la préfecture de police? On attendait aussi cette réponse-là pour pouvoir nous déterminer. Parce que c'est très important. Un être humain, même quand tu dis que tu vas faire quelque chose, que tu n'arrives pas à le faire, il faut être capable de venir expliquer aussi le pourquoi. Parce que demain, si tu ne dis rien aux gens, demain quand tu vas revenir, est-ce que les gens vont te suivre? Non. Et donc, c'est cette question de dignité-là que moi, je voudrais qu'on sauvegarde. Quand on dit quelque chose, quand ça n'a pas marché, tu viens, tu dis, bon, voilà les raisons qui ont fait. Soit tu te désengages, ou bien soit tu te condamnes. Mais souvent, même en s'accusant, là, tu te libères toi-même.
Et donc, les frères qui avaient émis l'idée de vouloir se manifester, auraient dû venir en arrière-plan pour dire les raisons qui ont fait que cette manifestation n'a pas eu lieu. Et donc, on va passer sur cette question-là. Tu as aussi parlé de la gestion même du pays, où on voit le tribalisme et je vais dire même le fait de rétrécir les mentalités. Chers frères, malheureusement, c'est ça la politique en Afrique, parce qu'on ne voit pas le sens, on n'enseigne pas le sens de l'État et de l'intérêt du collectif. Et tant que les gens, aujourd'hui quand on parle de l'Occident, pourquoi il y a de l'aide sociale? Sinon tout le monde sait que le capitalisme par définition c'est l'économie du marché, on ne doit pas faire de cadeaux. Mais pourquoi ils font du social? Parce que dans la société, on a besoin de tous. Et généralement, comme j'aime à le dire, c'est des plus petits que sortent souvent les plus grands. Comme des plus grands peuvent sortir aussi les plus nuisibles. Dans la vie, là, il n'y a pas de conditions qui soient permanentes ou fixes. Tant qu'on est sur la terre des hommes, on peut connaître de tout. Mais dans une société où on ne met pas de mesures en place pour le collectif, où chacun pense à lui-même, c'est forcément une société qui va tomber. Et comme il y a beaucoup de personnes qui veulent appeler, tu as parlé aussi du président Alassane Ouattara et tu t'es inquiété du pourquoi, de l'avenir. C'est ça qui est notre plus grande inquiétude. Mais malheureusement, cher frère, tu vois, ça quand même, je vais te dire, peut-être ça va te choquer. En général, dans l'histoire de l'évolution, quand les grands hommes viennent, leur héritage n'est jamais attribué à ceux qu'on espère. Je m'explique. L'héritage des grands hommes là n'est jamais donné à ceux qui pensent le mériter de droit. Par exemple, qui a hérité du royaume de Dieu après Jésus-Christ? Ce sont les disciples, ce ne sont pas les parents de Jésus. Qui a hérité de la loi prophétique de l'islam après le prophète? Ce n'est pas les Ahlul Bayt, comme voudraient faire croire nos frères chiites. Mais le prophète dit que c'est ceux qui seront les vrais croyants et qui auront mis leur foi en Dieu, qui seront lui ses héritiers sur la terre. Et quand tu prends par exemple un exemple, et autant ça s'accomplit dans l'aspect religieux spirituel, autant dans l'aspect physique c'est la même chose. Est-ce que tu as vu un héritier de Félix Houphouët-Boigny dire non, moi je suis dans la politique parce que je suis le fils de Félix Houphouët-Boigny? Non. Et je te donne encore un autre exemple. Prends le roi Salomon. Quand les gens t'expliquent, on dit il a été le plus grand roi. Tu te dis ouais. Mais qui a succédé à Salomon? C'est son fils Roboam, que certains appellent Rehoboam. Mais quand il a succédé là, comment ça s'est terminé? Il a succédé à son père. Lorsqu'il avait 41 ans, son père est mort. Il a succédé à son père, le roi Salomon. Et il a dirigé le pays pendant 17 ans. Mais on voit un peu comment il a géré. Quand ta présence est égale à ton absence, c'est comme si tu n'étais pas là. Et c'est là que tu vois, le Coran nous dit que lorsque Salomon fut mort, que les gens ne se sont pas rendus compte qu'il est mort, sauf le jour où les termites ont mangé la canne qu'il tenait et que la canne s'est cassée. C'est écroulé. Mais en réalité, ce n'est pas d'une canne qu'on parle. Parce que quand il y a les symboles du pouvoir, est-ce que tu me comprends bien? Bien sûr. Et la canne dont on parle là, ce n'est pas un bois. C'est pour dire que lorsque les symboles du pouvoir... Et son influence a été toujours là pendant 17 ans. Voilà. Voilà. Pendant les 17 ans qu'a géré son fils, les gens avaient confiance encore au pouvoir du roi Salomon, parce qu'on se disait qu'il avait établi un système fort. Et son fils Rehoboam qui est venu, durant les 17 ans là, on a vu que les pouvoirs commençaient à s'effriter. Mais comme c'était un pouvoir fort, jusqu'à ce que ça vienne à se désintégrer dans les 17 ans que Rehoboam a dirigé le pouvoir. Ouais. Et donc, c'est pour faire comprendre que l'héritage du président Ouattara, ça ne sera pas avec ceux qui sont à côté de lui aujourd'hui. Peut-être que c'est toi-même qui ne sais pas. Peut-être que ce sont les élèves de la classe qui ne savent pas. Lui-même, Ouattara même là, peut-être qu'il a des idées, mais peut-être il ne sait même pas c'est qui. Mais prions Dieu pour que Dieu nous guide, pour que ces personnes-là, si elles existent, elles puissent être les bonnes personnes qui vont réunir la Côte d'Ivoire sur des bases de l'égalité, de la fraternité et de la justice sociale et du progrès. Sinon,
comme tu l'as dit, ceux qui sont déjà endoctrinés par le mauvais, là, tu as beau parler, ils ne changeront pas. Et donc, à un certain moment, il faut chercher à renforcer les bonnes personnes, les personnes qui veulent s'améliorer, et laisser cela disparaître de leur propre venin, et puis le monde avance. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci cher frère. Et mon dernier mot, c'est d'interpeller nos cadres et nos autorités. Le président Ouattara a promis l'Ivoirien nouveau. Aidez-nous à fabriquer ces Ivoiriens nouveaux là. Parce que c'est ce que vous pouvez faire pour accompagner ce monsieur là. Et vous-même, ça va vous arranger à l'avenir. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui comprend, celui qui pèse le pour et le contre des choses. C'est pas celui qui va se sacrifier pour des manipulateurs et des magiciens sur la scène politique. Merci, cher frère, et je dis bon week-end à toute la classe. Merci beaucoup, cher frère. Tu passes une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Madame Tanguina. Allô? Oui, bonsoir, Madame Tanguina. Oui. Ça, c'est votre vrai nom, ça. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à toute la classe. Ça va très bien, ça va très bien, merci. Dieu merci. Bonsoir à toute la classe, bonsoir à toutes mes soeurs de la classe, tous ces vaillants élèves et à tous ceux qui font ces brillantes interventions à chaque émission. Et ce soir, bon, j'aimerais juste intervenir un tout petit peu, je ne serai pas du tout longue. Il n'y a pas de problème. Pour continuer un peu dans le sens de ce que le précédent interlocuteur disait, mon inquiétude par rapport à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. En fait, normalement, comme on dit, hein, dans un pays démocratique, on devrait être heureux d'entendre que quelqu'un d'un parti rejoint le groupe qu'on soutient. Dans un pays démocratique, ça devait être vraiment, là, on devait être content, on devait être heureux. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on est inquiet quand ces gens-là se rapprochent de notre champion. Pourquoi? Moi, je suis inquiète. Parce que c'est des gens, ils étaient déjà, ils sont à gauche, ils sont à droite. En fait, ils sont vraiment des vrais essuie-glaces. Donc, du coup, pour moi, des gens qui sont allés côtoyer un camp comme celui de Soro Bio, quand ils se rapprochent du président, je suis vraiment, vraiment inquiète. Je suis inquiète parce que c'est des gens, à chaque fois qu'ils sont quelque part, on entend parler de poison. On n'entend parler que des tueries, on n'entend parler que des choses qui ne sont jamais gaies. Et moi, bon, je sais pas, peut-être que le président, bon, je pense qu'ils ont leur stratégie, il a sa façon de se protéger, mais je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète quand je vois ces choses-là. Des gens qui n'ont pas de convictions, ces politiciens ivoiriens qui sont devenus plus que des sorciers. Et vraiment, moi, je suis inquiète, je suis triste pour cette situation qui se passe en ce moment. Bon, sur quelle base il revient au RHDP? Je pense que hier ou avant-hier, j'ai entendu un peu des explications que tu avais données. Bon, je peux comprendre, mais je suis toujours dans cette question d'être inquiète. Donc, c'était juste pour vous parler de sujet de mon inquiétude. Et ma question, en fait, maintenant, ça serait, vu que ça fait quelques vidéos, j'entends un peu tout le monde parler de Franklin Yamsi qui était au Mali. Il y a eu ils ont parlé du poison. Il y a eu le premier ministre de poison. En fait, partout où ils passent, on parle de poison. Soro Guillaume serait-il, ma question c'est éclaireur, Soro Guillaume serait-il, lui et Franklin et ses acolytes, seraient-ils des gens qui sont plus puissants que tous nos chefs d'État en Afrique ou quel est le problème de quelqu'un partout où il passe, on parle que de tueries, que des gens que de drames et que personne n'arrive à les stopper. Ok. C'est ça ma question en fait. Et ça, je ne comprends pas comment, dans toute une Afrique entière, à chaque fois qu'on parle de lui, il n'y a que des drames. Et ces gens-là, quand je dois maintenant approcher le président, moi, je suis inquiète. Avec ces histoires de poison. Effectivement, vous avez totalement raison. On dit qui aura été mordu par le serpent craindra même des vers de terre. C'est un mécanisme de défense naturel même. Que l'organisme même va mettre en place.
Et vous êtes d'accord avec moi que Soro Guillaume, partout où il a passé, c'est des morts qu'il sème. C'est-à-dire tous les élèves de Laurent Gbagbo en fait. Et la question que vous posez à son sens, de savoir est-ce que Soro Guillaume n'est pas plus fort que tous ceux à qui il arrive à faire ce qu'il veut faire. Voilà, exactement. Et là, je suis d'accord avec vous en vous répondant sous cet angle. Voyez-vous, il y a des choses qui ne trompent pas. Souvenez-vous lorsque Soro Guillaume disait qu'on a divisé la CEDEAO, il y a d'autres qui sont avec moi, il y a d'autres qui sont avec lui. Vous vous souvenez bien sûr. Oui. On peut prendre ça comme on veut, mais il y a de la vérité dedans. Il y a de la vérité dedans. Puisque effectivement, mais c'est dommage, voilà, effectivement. Voilà. À l'épreuve du temps, on arrive à comprendre certaines choses. Et pour ceux qui savent bien observer, je vais vous donner un indice aujourd'hui. Regardez par exemple, le symbole le plus absolu chez le peuple noir, c'est qu'on est toujours divisé à tous les niveaux. On est divisé dans nos familles, entre les dirigeants africains eux-mêmes, ils sont divisés. Et d'autres, pour faire plus mal à leurs compatriotes présidents, ils ne le disent pas physiquement, ils ne le disent pas verbalement, mais ils mettent tous les moyens en place pour en arriver à cela. Et je vous donne quelques indices. Quand des présidents de la CEDEAO se réunissent et que quelques heures après, est-ce que vous pensez que des présidents de la CEDEAO peuvent faire une visioconférence sur une ligne non sécurisée? Non. Mais normalement non. Et on connaît le nombre de présents. Et que Soro Guillaume a la même information dans les minutes qui suivent, ça veut dire que c'est l'une des présidences qui a remis ça. Si. Et donc, effectivement, la division dont il a parlé, il y a des présidents de la CEDEAO qui ne font pas franc jeu. Ça, c'est un premier indice. Deuxième indice. Quand la Côte d'Ivoire a ses soldats qui sont capturés, et tout le monde se souvient le samedi passé, nos 3 maires qui ont été libérés, et que les négociations se poursuivent à Lomé. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprendrez. Il y a un pays qui s'est proposé de venir aider en appui à la négociation. Et dès que ce pays-là est rentré, Assimi dit, bon, lui, il a changé de route, il impose, il augmente sa demande. Oui. Et donc, si vous voyez bien les détails que je vais dire, vous comprendrez que ce pays-là n'est pas venu pour aider, même si c'est ce qu'il dit officiellement. Il est venu plutôt pour mettre la Côte d'Ivoire en difficulté. Puisque aujourd'hui, techniquement parlant, quelles que soient les raisons qu'on nous donnerait, on ne peut pas libérer un mercenaire et garder d'autres. Parce qu'ils avaient tous le même objectif, si c'était vrai, de tuer le peuple malien. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas libérer des mercenaires parce qu'eux sont des femmes. À la fin de la journée, c'est les mêmes moyens qu'ils auraient utilisés pour faire du mal au peuple malien, si c'était la vérité. Et donc, c'est parce que ce ne sont pas des mercenaires, on l'a prouvé, et le Mali en est conscient aujourd'hui. Mais comme ils n'ont pas de preuves, quand ce dernier pays-là se met dans les négociations, on voit déjà Assimi dire, bon, comme c'est comme ça, il faut faire monter les enchères maintenant pour demander plus. Et donc, ce sont des indices qui nous permettent de comprendre clairement que tant qu'ils ont ces mesures, ces appuis, je vais dire Soro Guillaume, il va toujours pouvoir être capable de poser des choses mauvaises. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas réussir, mais il ne va jamais aussi cesser. Parce que derrière, en arrière-plan, il y a des gens aussi qui le soutiennent. Ça, il faut avoir voilà, il faut avoir. Parce que si les chefs des États africains étaient fermes, comme ça se devrait, pour dire, tant que vous ne vous mettez pas du côté du droit, on ne négocie pas avec vous. Et la CEDEAO même prend une mesure pour bloquer les choses. Mais est-ce que vous avez entendu la CEDEAO parler? Non. Ok. Donc, les traites là se trouvent là effectivement dans la CEDEAO. Et allez relire les informations. Le tout dernier pays qui a dit que lui il est venu pour aider là, est dedans. Quand je vais dire le nom, on va dire encore que tu es mauvais, tu es comme ça. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Mais quand tu vas aller prendre les informations, le tout dernier pays, les négociations se passent au Togo. C'est grâce à ça qu'on a eu les 3 sœurs. Il y a un qui est venu dedans hier là. Lui il crie que c'est lui qui est venu pour aider là. C'est lui. C'est lui. Mais, malheureusement, c'est dangereux pour l'Afrique de se comporter comme ça. Dangereux. Et après, on est étonné de voir qu'on est toujours à la traîne, puisqu'on a toujours des crabes, toujours dans les paniers qu'on a, il y a toujours des crabes, des gens de mauvais. Mais franchement, c'est... Non, mais je vois, c'est tout clair. Effectivement, j'ai bien fait parce que moi, j'avais ce petit truc qui me venait là, avec les explications que vous venez de me donner. Effectivement, c'est limpide et c'est clair. Effectivement.
effectivement, je comprends cette situation. Et puis, bon, c'était juste ça. Et vraiment, j'espère que essayez avec votre canal pour vraiment passer le message que les gens fassent vraiment attention à notre champion, qu'il se protège. Beaucoup. Parce que c'est bien de vouloir faire venir ces gens auprès de lui, mais il faut qu'ils se protègent. Ils ont des choses dans leurs mains qui sont dangereuses. Parce qu'on a vu le cas de notre Gon Coulibaly, même s'il y a eu des cas de maladie, mais c'était quand même assez bizarre. Il faut qu'il essaie de se protéger. C'était juste ça que je voulais essayer la question que je voulais poser. En tout cas, la réponse me satisfait beaucoup. Merci encore pour tout et puis à très très bientôt à toute la classe. Merci beaucoup et vous passez un excellent week-end. Merci. Je vous en prie.